En fait, la forêt, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression de la comprendre. C'est-à-dire que j'y suis tellement bien que vraiment j'ai l'impression d'être entourée de mes vieux copains, quoi. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. L'épisode que vous allez entendre raconte l'histoire d'un retour aux sources. Blanche Cabarat est naturopathe et sylvothérapeute à Manou. Elle explique ici comment elle pratique ces disciplines et comment son chemin de vie l'a ramenée vers ce coin de Perche où elle a grandi. Blanche, c'est aussi un rire communicatif, vous allez l'entendre, et une vraie joie de vivre. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bonne écoute. Bonjour Blanche. Bonjour. Merci de me recevoir. On est à Manou. Oui. Dans le grand Manou, en fait, parce que Manou, ça paraît tout petit, mais c'est énorme. Il y a plein de hameaux, c'est ça. Enfin, on est un peu dans la banlieue de Manou, en fait. J'adore. On aime bien dire ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'endroit où nous nous trouvons ? Alors, on est dans mon bureau où je reçois les personnes qui viennent, donc mes clients, pour les consultations, donc aussi bien pour la naturopathie que la réflexologie plantaire, la réflexologie dorsale et donc massage dos, et aussi pour du massage lymphatique. Très bien. Voilà. Alors, tu es naturopathe, réflexologue. Alors, je suis pas réflexologue. Ah, c'est pas bien. Je pratique la réflexologie plantaire et dorsale. D'accord. J'ai pas un titre de réflexologue, mais je l'ai appris pendant mes études de naturopathe et après pendant des formations complémentaires. Et tu es aussi sylvothérapeute. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux, avec tes mots, m'expliquer non pas ce qu'est la naturopathie, mais quel genre de naturopathe tu es toi ? Alors, quel genre de naturopathe je suis ? Pour moi, en fait, la naturopathie, c'est plutôt une manière de vivre. C'est-à-dire que quand des personnes viennent me voir en me disant j'ai un problème quelconque, que ce soit de la perte de poids ou un problème un peu plus complexe, j'essaie de voir comment on peut faire soit pour les soulager ou pour les aider, mais à leur rythme, en fait. Je suis pas dans l'idée de donner des conseils drastiques ou des choses comme ça, c'est pas mon but, je suis pas comme ça, je suis plutôt quelqu'un de bon vivant et bonne mangeuse, etc. Et j'ai pas envie, en fait, derrière que les gens soient trop bridés. Et souvent on dit qu'on attire les personnes qui nous ressemblent, et c'est ce qui se passe, donc c'est super en fait. Donc c'est plutôt des conseils, quand des personnes sont hyper ok avec des compléments alimentaires, et on peut leur proposer si c'est en adéquation ou non avec ce qu'ils prennent ou pas comme traitement. Ça peut être au niveau de leur alimentation, savoir comment on va gérer, au niveau, je sais pas moi, si ils ont une perte de poids qu'ils veulent avoir rapidement, donc comment on peut intégrer par exemple des fibres, des légumes, des choses comme ça. Et puis après c'est surtout de la bienveillance en fait. Souvent les gens viennent nous voir aussi avec des problématiques qui sont un peu plus ancrées au-delà de l'alimentation et de tout ce qui va autour de leur santé physique. Et donc là moi pour le cas, j'essaie de les orienter vers d'autres thérapeutes s'il y a besoin. Voilà, donc c'est surtout un rôle d'écoute et puis après de travail et de rigueur pour trouver des solutions quand il y a des soucis quelconques à régler ou à soulager, des douleurs, des choses comme ça. Qui sont tes clients ? Tu as un type de client particulier ? Alors, c'est surtout des femmes. Après, j'ai quelques hommes qui viennent. Et ce qui est rigolo, c'est que les hommes sont vachement plus assidus que les femmes. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai en clientèle. Après, au niveau des femmes, ou des hommes, il y a des profils complètement différents. Ça va être des personnes qui sont en errance médicale et thérapeutique, et du coup qui ont aucune solution depuis qu'ils sont jeunes ou même moins jeunes, peu importe, mais qui galèrent en fait à avoir des solutions, à pouvoir trouver des soulagements au niveau de leur alimentation ou au niveau de
de ce qu'on peut leur proposer ailleurs et des choses qui leur conviennent pas. Voilà. Donc souvent c'est des gens qui sont en bout de course, qui viennent, et donc là on essaie de démêler la pelote de laine en fait pour aller chercher où est-ce que ça déconne en premier pour essayer d'aller régler le problème ou du moins le soulager. Est-ce qu'il y a un lien, je me pose toujours la question, entre la présence assez forte, faut le dire, de naturopathes sur le territoire et le désert médical qu'on connaît? C'est possible parce que on en a de moins en moins quand même des médecins, mais il y a aussi un effet, c'est que les gens ici sont quand même très proches de la nature. Et tout ce qui est remède de grand-mère, choses comme ça, c'est des choses qui sont quand même ancrées depuis des générations. Et donc des fois, juste de redonner l'idée, en fait, de se dire, peut-être qu'on peut se soulager différemment, peut-être que il y a d'autres méthodes que je sais pas moi, se dire je vais prendre un Doliprane dès que j'ai mal à la tête. C'est aussi des fois des choses qui sont intéressantes, quoi. Et tu es donc, comme je le disais tout à l'heure, également sylvothérapeute. Ouais. Alors là, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Ok. Alors la sylvothérapie, c'est la thérapie par les arbres. Donc ça vient du Japon. C'est ce qu'on appelait avant le Shirin-yoku, qui se traduit en français par bain de forêt. Et donc la sylvothérapie, c'est un terme français et puis après qui a été utilisé un peu partout. En fait, c'est un terme qui désigne aller en forêt et ressentir ce qui se passe en forêt au niveau de notre corps. Parce que quand on va en forêt, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau aussi bien de notre système nerveux, de notre système digestif, de notre système cardiovasculaire, de notre système psychologique aussi. On se détend aussi beaucoup. Et donc ça, c'est des recherches qui ont été faites depuis un peu avant les années 2000, notamment au Japon, aux États-Unis, voilà. Et donc ça se démocratise un petit peu de plus en plus. Mais c'est vrai que dans le secteur, en fait, les gens ont l'habitude d'aller en forêt. Du coup, c'est vrai que des personnes qui sont dans le secteur, quand on leur parle de sylvothérapie, me disent mais ah oui, moi aussi, tous les jours, je vais marcher en forêt ou au moins une fois par semaine. C'est génial. En fait, moi, mon rôle, c'est de les amener à aller en forêt plus régulièrement, leur expliquer ce qui se passe dans leur corps et pourquoi c'est bénéfique, etc. Et puis après, ce que j'aime particulièrement, c'est faire des ateliers en forêt, les emmener en balade, leur expliquer la nature, pourquoi, comment, voilà, aussi bien les grands que les petits, voilà. Donc c'est plutôt une pratique qui se fait en collectif ? Pas forcément. On peut le faire aussi en individuel. Aller marcher en forêt, ça peut se faire seul, dans le silence ou en parlant. Après, ça dépend. On peut le faire à vélo, on peut faire de la méditation, on peut le faire à cheval, on peut à pied, peu importe en fait. Le terme vraiment bain de forêt, c'est aller en forêt et respirer ce qui s'y passe en fait. Alors, ça m'intrigue. Comment devient-on naturopathe et surtout sylvothérapeute ? Alors, comment on devient naturopathe et sylvothérapeute ? Alors, pour mon histoire, mon premier métier, j'étais technicienne forestière et cartographe. Il y a quand même un lien. Ouais. Il y a un lien. Surtout de famille aussi. J'ai un grand-père qui était menuisier ébéniste, et puis un arrière-grand-père qui était garde forestier dans la forêt de Chamron. Donc mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père ont toujours vécu en forêt. Et c'est vrai que ça s'est passé aussi de génération en génération, aussi bien mes grands-mères que mes grands-pères, que mes parents m'ont toujours emmené en forêt en fait. Donc j'ai vécu en face la forêt et donc j'ai passé beaucoup de temps en forêt. Donc, toi tu as grandi à Champron aussi ? Alors non, moi j'ai grandi à Saint-Élif. Moi je dis Champron parce que je suis pas d'ici. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre les gens qui disaient Chamron et les gens qui disaient Champron. J'ai encore un peu de mal. Pardon. Donc tu disais tu as grandi où ? À Saint-Élif. À Saint-Élif, ouais, d'accord. Juste à côté de la Loupe. Ouais. Et donc la maison de mes parents est presque face à la forêt en fait, à 2 kilomètres à peine on a la forêt, mais 2 kilomètres c'est rien en fait, c'est 15 minutes à pied, donc j'y étais tout le temps, et puis mes parents ont aussi des prairies en bordure de forêt, donc
Étant cavalière, j'ai passé beaucoup de temps en forêt. Et puis après, je suis partie en études agricoles pour mon bac. Et puis après, je suis partie en école forestière, en BTS. Et j'y ai découvert la cartographie. Donc j'ai été technicienne forestière et cartographe. J'ai enseigné aussi la gestion forestière pendant 1 an. J'ai adoré ça. Le fait de retransmettre en fait aux autres, c'était assez extraordinaire. Et puis après, je suis partie dans une grosse entreprise de l'électricité. Et puis ça me convenait pas. J'étais pas faite pour être enfermée. Donc au bout d'un moment, je me suis arrêtée. Et puis là, la vie elle m'a un peu mis une baffe. Et ça m'a un peu dit, dis donc Blanche, maintenant tu vas faire ce que t'aimes, ok, qu'est-ce que t'aimes? La forêt, ouais, ok, aider les autres, ouais, super. La naturopathie, c'est un métier qui me plaisait depuis 5 ans auparavant. En fait, je venais de finir mes études de gestion forestière et de cartographe. Je voulais déjà repartir en études en naturopathie, mais pas le cran, pas le courage peut-être de me dire j'en suis capable. Donc j'ai fait autre chose et puis 5 ans plus tard, j'y suis retournée. J'ai adoré ça. Et puis ça m'a expliqué en fait ce qui se passait dans le corps, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller l'aider. Et là est arrivée la sylvothérapie en me disant mais en fait c'est quelque chose que je pratique depuis toujours et que j'aime retransmettre en fait sans l'avoir nommé au départ. Et je me suis dit je suis naturopathe, ok. La sylvothérapie ça s'est imposé et je me suis dit mais j'ai envie de le faire découvrir au plus grand nombre et c'est vraiment un outil extraordinaire en fait. En fait t'as un peu découvert que ce que t'aimais faire ça avait un nom quoi. Ouais, c'est ça. C'est drôle, c'est bien, c'est top. C'est ça. C'est super de pouvoir se dire, parce que tu es jeune encore, on va pas dire ton âge, ouais. Je ne sais pas, mais tu es très jeune, de pouvoir se dire assez tôt dans sa carrière, en fait, je suis pas faite pour être enfermée. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent enfermés une grande partie de leur vie professionnelle sans réaliser que c'est pas pour eux, quoi. C'est ça, mais en fait, je le savais dès le début. Je me suis toujours dit, je veux pas être enfermée dans un bureau, et puis la vie étant faite ainsi, je me suis retrouvée enfermée dans un bureau. C'est parfois plus facile d'être enfermée dans un bureau, c'est sûr. Ouais. Et puis, en fait, à force de renier ce que j'étais, j'ai fini par me dire mais c'est pas du tout ça. Je suis pas à ma place. Donc maintenant t'arrêtes et tu fais ce pourquoi tu es faite. Donc voilà, ça m'a amenée ici. Super. C'était comment de grandir à Saint-Élif? Trop bien. C'était vraiment extraordinaire. C'est ce que je dis toujours, j'ai grandi entre les vaches, les champs et la forêt. Voilà. Et ça, c'était génial, en fait. On revenait de l'école, on prenait les vélos et on allait chercher le lait chez les copines du coin. Donc, on prenait les petites laitières où les parents, ils pouvaient faire des yaourts. Et puis, nous, on prenait le lait et puis on avait le droit d'y aller. Puis, on n'avait pas de téléphone encore à l'époque. Donc, quand les parents nous donnaient 1 heure et puis qu'on dépassait l'heure, ils appelaient chez les copains et on se faisait un peu taper sur les doigts. Gentiment, on se faisait rappeler à l'ordre, mais c'était génial en fait. On était à la campagne tout le temps, on était dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on était dehors, on se posait pas la question de savoir, on n'avait pas les tablettes, la télé de temps en temps, mais c'était la vie quoi. Et petite, tu te disais que tu vivrais ici adulte ou Ouais, je crois que je me suis toujours dit ça. Déjà parce que j'ai toute ma famille ici. Ouais. Mais oui, c'était vraiment un souhait. Mais après, c'est pas arrivé tout de suite. C'est-à-dire que je suis partie pour mes études, donc je suis partie dans le Loiret. Ensuite, je suis partie vers La Rochelle, Grenoble. Donc ça pendant mes études. Et puis après, je suis partie pour le travail à côté de Chablis. Donc je vivais dans une petite ville qui s'appelle Tonnerre, qui est magnifique. Et puis après je suis revenue dans le secteur, je suis repartie en tant qu'enseignante dans l'Oise, je suis revenue et je suis repartie. Et ça a duré en fait le temps que je parte de chez mes parents, pratiquement 10 ans. Finalement. Et puis avec mon conjoint, on habitait dans l'Oise au moment où donc il y a eu le Covid. On a trouvé une petite maison avec un petit peu de jardin, mais on s'ennuyait en fait. On n'était pas à notre place. Pourtant lui a vécu toujours dans l'Oise, mais était plus à sa place non plus.
Et puis on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on revenait voir mes parents, on avait de plus en plus de mal à repartir. Donc on s'est dit, bah on va chercher une maison. Puis on voulait les chevaux à la maison, donc on s'est dit, on va chercher une ferme. Alors on a voyagé un peu à droite à gauche en se disant, on va trouver l'endroit idéal. Et puis à chaque fois, en cherchant l'endroit idéal, on revenait toujours dans le Perche, et notamment dans le canton de la Loupe. Et donc au bout d'un moment, mon conjoint m'a dit, mais tu sais, moi je crois que je suis tombée amoureux de la Loupe. J'ai dit, ah bon? Ah bon, mais pour moi c'était la Loupe, c'était ah ouais bah c'est la Loupe quoi. Et puis au final on est revenu dans le coin, on a cherché une maison, on est tombé dans cette maison où on est actuellement et on en est tombé amoureux et on est plus heureux que jamais en fait d'être revenu dans le coin. Alors qu'est-ce que tu aimes ici, dans ce territoire que tu as essayé de quitter et puis bon qui t'a collé à la peau quoi? Qu'est-ce que j'aime ici? Tout. Ouais, je crois que c'est complet. J'aime les forêts avec cette ceinture verte en fait qui part de Moutier au Perche et qui va jusqu'à Chamron par la forêt. J'aime les gens parce que c'est des gens qui sont du cru en fait, même s'il y a eu pas mal de mouvements, que il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le secteur, mais ça redynamise aussi un petit peu le territoire. J'aime les collines du Perche avec les plateaux quand il y en a. J'aime le climat qui est pas trop chaud, qui est pas trop froid. J'aime la pluie qui m'a beaucoup manqué quand j'étais à Grenoble. Ouais. Dans le Perche, il pleut beaucoup, mais c'est quand même vachement chouette parce que bah du coup tout est vert, tout est propice en fait à la vie. Donc ça c'est cool. Quand tu penses au Perche, quelle image te vient? Quand tu penses à chez toi, on va dire. La nature. Ok. Ouais. Le vert, c'est ça. Le vert, la nature, un endroit où c'est paisible. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un bruit particulier ou un son particulier d'ici? Les oiseaux, le silence, le bruit des arbres, des oiseaux, le vent. Voilà. C'est le silence qui est pas vraiment un silence, mais c'est le silence de la nature en fait. Ouais. Une odeur particulière. L'odeur de la forêt, je pense. Vraiment cet espace boisé, peut-être quand il y a les champignons qui arrivent avec la mycorhisation qui commence à se faire, on sent les champignons qui arrivent dans la forêt et on sent, ça sent très très bon. Mycorhisation, c'est bon pour le Scrabble, mais c'est trop long, je crois. Je la note, celle-là. Un goût particulier, caractéristique? Le goût de la pomme. Ah, ouais. Ouais. Il revient souvent celui-là, mais je pense qu'on peut pas en sortir. Plus dur, un toucher particulier. La main dans les poils des chevaux. Ouais, sur... Ouais, la main sur les chevaux avec les poils. On va continuer sur le territoire. Donc tu l'as vu enfant, tu es né ici, tu es parti, tu es revenu. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre ton départ et ton retour, on va dire? Oui, beaucoup. Moi, je me rappelle du petit canton de la Loupe, hyper dynamique, très très actif. Et quand je suis partie, la Loupe commençait à se mourir en fait. Elle était en train de mourir cette ville. C'était vraiment désespérant en fait. Et tu le voyais à quoi? Tu le ressentais à quoi? Il y avait quasiment plus de commerce, les usines elles avaient quasiment toutes fermé, donc les gens qui étaient du secteur, qui vivaient très bien à l'époque, parce que forcément il y avait beaucoup d'usines et donc d'imprimeries, les gens avaient quand même un train de vie assez chouette quoi, et quand toutes ces usines ont fermé en fait, les gens, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés au chômage, donc vraiment une désertification en fait un peu du territoire où les gens commençaient à être un peu c'était gris en fait. Je trouvais que c'était morne le territoire, et quand je suis revenue, je l'ai vu d'une manière complètement différente. Avec les yeux de ton compagnon, si tu disais. Ouais, si quelqu'un aussi, à côté de toi te dit waouh, c'est super, ça change le regard. C'est ça, et puis aussi parce que entre ces 10 années où je suis un peu partie à peine, ça a commencé à se rebouger un petit peu. Il y a des commerces qui sont revenus, des nouvelles personnes qui sont arrivées dans le Perche parce que après Covid aussi, les gens ont cherché à avoir du verre, donc ça a redynamisé aussi un petit peu le territoire. Et puis je pense que je l'ai vu plus avec des yeux d'adulte que des yeux d'enfant. Bien sûr. Donc ça change, et puis cette phase de désillusion aussi, de se dire waouh, ce qu'on a vécu étant enfant, ce n'est plus, et c'est complètement autre chose.
il y a eu un temps d'adaptation aussi, et puis en fait c'est génial parce que il y a plein de choses qui s'y passent maintenant. Il y a eu un gros trou noir, je trouve, et maintenant ça commence à se redynamiser un petit peu, donc c'est cool. Ouais. Je voudrais revenir sur ta pratique de naturopathe. Ouais. On parlera de la sylvothérapie après. Donc ta pratique est pas si longue, ça fait pas si longtemps que t'es installée. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il y a un moment particulier, même anecdotique, ouais. Durant ta pratique de la naturopathie où tu te serais dit c'est exactement pour ça que j'ai changé de vie, que je suis devenue naturopathe? Alors c'est pas forcément ce que des gens ont pu dire ou quoi, mais c'est plus de voir le changement se mettre en place chez eux. Ouais. C'est-à-dire de voir des personnes qui sont vraiment pas bien dans leur basket et qui au bout de 3 à 4 séances ou même 1 ou 2, peu importe les souffrances qu'ils avaient, de les voir un peu plus épanouis, plus ouverts, moins en souffrance. Des personnes qui sont, je sais pas moi, bloquées avec un nerf sciatique où ils ont du mal à marcher et on vient travailler avec eux et qui après nous disent c'est génial, je peux remarcher sans avoir de douleur, ou des personnes qui ont fait une mauvaise chute à cheval et qui sont bloquées, qui sont bourrées de médicaments et qui me disent j'en peux plus, c'est infect, est-ce que tu peux pas m'aider, et on met ça en place un peu comme ça vite parce qu'en fait ils ont mal, et au final qui me rappelle 2-3 jours plus tard en me disant oh là là, mais j'ai plus mal en fait, j'ai plus besoin de prendre d'antidouleur parce que la douleur s'est complètement estompée, et de les revoir après ils vont vachement bien, et de dire dès que j'ai mal quelque part je viens de voir, ça fait plaisir en fait. Ouais, bien sûr, c'est hyper satisfaisant de voir que ce que tu fais a un effet. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas forcément des compliments des gens, mais déjà rien que de voir que la personne, elle commence à changer et qu'il y a du mieux, en fait, dans son attitude ou dans sa façon d'être, dans ses émotions, sa gestion d'elle-même, de sa santé, ou même tout simplement psychologiquement, quand on voit que la personne est apaisée, c'est hyper gratifiant. Enfin, moi, je sais que j'ai pas besoin qu'on me dise merci 15 fois, rien que de voir que la personne, quand la première fois elle est venue me voir toute renfrognée, et que la deuxième ou troisième fois elle revient avec le sourire parce qu'en fait ça lui fait du bien, et de se dire je prends ne serait-ce qu'une demi-heure rien que pour moi parce que j'adore parler, ou parce que j'ai besoin de me reposer une demi-heure, rien que ça c'est génial en fait. Les gens ont besoin de parler, non, quand ils viennent beaucoup, te voir. Ouais. Et puis je suis assez ouverte aussi à la discussion, donc c'est vrai que c'est assez facile de mettre en place un dialogue, mais après il y a des personnes qui viennent qui ont juste besoin d'être tranquilles pendant 1 heure, une demi-heure, et là c'est ok en fait. Il y en a qui s'endorment, qui prennent le plaid et qui sont bercés par l'horloge et qui finissent par ronfler, et c'est ok, c'est cool, c'est bien. Moi ça me va tout aussi bien une personne qui se met à rire qu'une personne qui discute, qu'une personne qui s'endort en fait. C'est cool. C'est que ça lâche en fait. Alors, la sylvothérapie qui m'intrigue, c'est plus ton expérience de la forêt à toi, donc qui remonte à longtemps, si j'ai bien compris. Ouais. Elle te fait quoi à toi, la forêt? Tu vois, ça te fait quoi de te promener en forêt, par exemple? Moi, ça me fait du bien, ça me détend. En fait, quand je suis en forêt, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est facile pour moi d'être en forêt. Déjà, je m'y repère très facilement. Oui, cartographe, ça va, quoi. Bah oui. Il manquerait plus que ça. Mais c'est pas évident pour tout le monde, mais en fait, la forêt, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression de la comprendre. C'est-à-dire que j'y suis tellement bien que vraiment j'ai l'impression d'être entourée de mes vieux copains, quoi. C'est, je sais pas, ça me détend, je suis zen quand je reviens, c'est cool, j'ai pris l'air, je suis heureuse en fait, je reviens, je suis toute guillerette, c'est cool. Et tu me disais qu'il y avait une explication scientifique à ça, en fait. C'est ça. Tu veux bien en dire 2 mots? Alors, en fait, quand on va en forêt, il y a plein de choses donc qui se passent, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on vient apaiser notre système nerveux. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a
Premièrement, les couleurs qu'on regarde. En fait, tout ce qui est des couleurs comme le jaune, le orange un peu criard, le rouge très vif, c'est des couleurs qui stimulent le système nerveux. Donc ça vient exciter en fait à ce niveau-là. Donc souvent c'est des couleurs qui nous tendent un petit peu, et tout ce qui est couleurs plus froides comme le vert, le bleu, des couleurs comme le marron ou même le jaune des feuilles, en fait ça vient apaiser le système nerveux. Donc là rien que ça nous détend. Ça vient aussi stimuler notre système immunitaire, notamment par la voie olfactive. En fait, les arbres, ils communiquent entre eux par différentes manières. Donc il y a la voie aérienne, entre guillemets, où les arbres, en fait, ils relâchent des phytoncides. C'est un peu les huiles essentielles des arbres. C'est ce qu'on respire, par exemple, quand on va dans les forêts de conifères, ça sent une odeur bien particulière. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on respire. Et donc, en fait, ces molécules-là, elles viennent booster notre système immunitaire. Dans notre corps, on a des cellules qui s'appellent des cellules NK, Natural Killer, donc cellules tueuses naturelles. Et ces cellules, en fait, c'est un peu des cellules qui sont des warriors, et elles viennent un peu zigouiller les cellules qui sont pas super bonnes dans notre corps, quand on a du stress, quand on a celles qui sont un peu pas cool, qui viennent détraquer un peu la mécanique interne de l'organisme. Et donc, via des études, en fait, on s'est rendu compte que ces cellules, donc tueuses naturelles, elles augmentaient en flèche et elles restaient sur un palier pendant très longtemps. Et que plus on marchait en forêt, en fait, et plus notre système immunitaire était robuste. Forcément grâce aussi à ces cellules NK. Donc ça, c'est hyper important. Donc la plupart du temps, c'est pas toujours, mais on tombe quand même normalement moins malade quand on va souvent en forêt. Donc ça, c'est génial. On vient aussi stimuler notre système digestif, un peu comme ce qu'on disait, on fait une marche digestive après manger quand on a un gros repas. Ça vient brasser en fait notre système digestif, donc c'est hyper intéressant. On a aussi tout ce qu'on respire par nos pas quand on marche, donc tout ce qui vient de l'humus, et notamment ces petites particules de mycorhisation, donc de petits champignons, de choses comme ça. Ça, pareil, c'est hyper intéressant pour le corps. C'est ce qu'on soulève avec nos pas, tu veux dire, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est des toutes fines particules en fait qu'on respire, et ça, c'est hyper intéressant pour notre corps. Après, on vient aussi abaisser notre pression artérielle, forcément, on est moins nerveux, donc le cœur s'apaise. De toute façon, on le voit, hein, quand on est poursuivi par quelque chose, notre corps il se met en stress et on a le palpitant qui accélère. Et ben quand on est en forêt, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient stimuler le système digestif, parce que quand on va courir, en fait, notre corps il fait quoi ? Il se dit oh, mince, je suis attaqué, soit c'est la tétanie, soit je me mets à courir. Donc pour courir, tout ce qui est digestif, autre, je laisse de côté, et en fait moi je vais aller juste utiliser le côté hyper courir, donc les pattes qui doivent courir vite, je dois me dépêcher. Et en fait quand on est en forêt, on vient faire l'effet complètement inverse, donc on vient se dire, bah en fait le système nerveux il s'apaise, donc tous les autres petits organes qui sont à côté, bah eux en fait ils ont le temps d'aller travailler aussi de leur côté, donc c'est hyper intéressant au niveau du corps, quoi. T'as jamais peur en forêt ? T'as jamais eu peur ? Non. Même la nuit, parce que tu me disais que tu faisais des ateliers la nuit aussi. Hein. Ouais. Alors la nuit c'est un peu plus particulier parce que il y a les bruits de la forêt, et puis il s'y passe des fois des choses. Moi je te dis, j'aurais peur. Hein. Après ça dépend où on va. Alors oui, il y a des fois où on n'est pas hyper rassuré, parce que forcément c'est quand même un endroit qui est assez obscur, quoi. Mais c'est quand même un endroit qui est hyper rassurant finalement. Il y a les animaux, certes, mais en fait on est chez eux, donc on est invité finalement là-bas. Alors oui, à contrario, je vais être plus stressée dans une ville la nuit qu'en forêt la nuit, quoi. Parce qu'il y a des bestioles étranges en ville qu'on croise pas forcément en forêt. Après, quand on connaît la forêt qu'on a autour de chez nous, bah c'est plus rassurant, quoi. C'est sûr que dans une forêt que je connais pas, je vais peut-être être moins à l'aise. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Mais dans une forêt dont j'ai la connaissance des chemins, etc. Ouais, ça va. Tu parlais de balade tout à l'heure. Est-ce que il faut absolument marcher 2 heures ou 3 heures, ou est-ce que 20 minutes déjà en forêt, mais déjà rien que 20 minutes c'est bien. Et puis en plus on vient marcher, on vient stimuler notre corps, donc aussi bien du côté naturo que du côté sylvo. On apporte quelque chose à notre corps, on vient bouger en fait notre corps, et ça c'est important pour la santé. Pour moi, le but en fait, c'est vraiment d'amener les gens en forêt et de leur dire mais regardez, on a tout sous la main, quoi.
allez pas vous enfermer avec le bruit des petits oiseaux sur une tablette, en fait. Allez en forêt et allez les écouter directement, même quitte à prendre une chaise et à vous asseoir dessus si vous voulez pas avoir les bestioles qui vous montent sur le pantalon. C'est ok, il y a pas de problème. Ou même quitte à prendre sa bagnole, on s'arrête, on ouvre les portes et là on écoute les petits oiseaux. Ok, c'est rien que ça de les emmener dans la nature, ça c'est cool. Puis après la sylvothérapie, ça se pratique aussi bien en forêt que dans des espaces qui vont être un petit peu boisés, arborés, etc. D'accord. Ça peut se pratiquer dans un parc arboré, ça peut... Faut juste qu'il y ait un arbre. Ouais. Toi qui en as vu des forêts avec tes études, ne serait-ce que ça, et ton début de carrière professionnelle, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette forêt qui nous entoure, la forêt du Perche, de Senonches, celle que tu pratiques le plus, je pense? Alors, moi, ma forêt de cœur, c'est la forêt de Montécourt. Ouais, d'accord. Vraiment. Celle que tu as connue enfant, hein, c'est ça. Mais la forêt de Senonches est aussi très belle. Il y a quelque chose de particulier dans les forêts percheronnes. C'est quand même des forêts, en plus, qui sont utilisées un peu partout. Notamment, là, pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame à Paris, il y a beaucoup de bois qui viennent des forêts du Perche, parce que on a, je pense, une qualité de sol qui permet aux arbres d'avoir une qualité particulière par rapport à d'autres arbres. Et puis, on est quand même sur d'anciennes terres druidiques, et je pense qu'il y a une énergie qui reste dans ces forêts-là. Et je sais pas, je trouve elles sont un peu magiques, ces forêts. On y est bien, en fait. On n'a pas beaucoup de résineux parce que c'est pas trop le coin, mais il y en a quand même un petit peu. Ouais, il y en a un petit peu. Mais ça, c'est des plantations, la plupart du temps. Ouais. Après, c'est beaucoup des forêts de feuillus. On a des espèces un peu primaires. On a du bouleau. Après, on va avoir du chêne, du hêtre, du charme. Et ça, c'est les forêts du coin. Je sais pas. Elles ont une atmosphère qui est assez particulière. Et puis, en plus... on a quand même, avec ces collines à droite, à gauche, et puis il y a une histoire aussi derrière. On a eu la guerre quand même qui est passée aussi dans le secteur, donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. J'aimerais bien que tu me donnes tes endroits préférés dans cette région, ce qui te vient là à l'esprit. Ok. Alors, moi, il y a des endroits que j'aime beaucoup. Alors, il y a un endroit à Saint-Élif qui est magnifique, où on est sur un promontoire et on voit les étangs de Perruchet, qui est une réserve ornitho. C'est magnifique. On voit le vieux manoir, on voit toute cette zone-là. Ça, c'est très très beau. J'aime beaucoup aussi le village de Moutier au Perche. Donc ça, ouais, c'est des endroits que j'aime beaucoup. Vaupillon aussi. Et il y a un endroit que j'aime beaucoup, en fait. Alors c'est un peu dans les tréfonds de la campagne. Il y a un endroit où mes arrière-grands-parents ont construit des lavoirs, et face en fait, et il y a des sources qui sont là, et on voit un petit cours d'eau qui passe, et cet endroit pour moi il est magnifique, il est très peu connu. C'est à Vaupillon, ça? Ouais, pas loin. Tu nous diras pas où c'est, d'accord? Très bien. Une enquête est en cours. Si vous savez où se trouve le lavoir. C'est ça. Et il y a aussi des endroits comme les sources de Brochard. Il y a des sources ici, dis donc. Oui, il y en a beaucoup. Même ici, où on est, la Loiserie, on a beaucoup de sources qui nous emmènent, qui vont en fait dans l'Eure, qui prennent l'Eure en fait prend sa source vraiment dans le secteur, quoi. Oui. Et puis après, elle grossit énormément. Mais rien qu'ici, on a beaucoup de sources. Il y a beaucoup de gens qui ont des puits aussi chez eux, donc c'est génial. Il y a un autre lieu aussi que j'aime beaucoup. C'est à côté de l'écomusée. Du Perche, il y a un endroit qui s'appelle la pierre procureuse. Et donc c'est un ancien dolmen druidique. Et donc la légende raconte que les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, en touchant cette pierre-là, auraient une facilité plus grande de procréer derrière.
la forêt, elle est aussi importante et c'est là que j'ai vu que ça avait des bienfaits. J'ai une arrière-grand-mère qui a travaillé en forêt jusqu'à ses 99 ans. Waouh. Ouais. Et elle est décédée à 112 ans et demi. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est notamment une personne qui a vécu toute sa vie presque en forêt, à la campagne, avec mon arrière-grand-père qui était garde forestier. Donc je pense que la forêt, ça conserve. Si elle a réussi à aller jusque-là. Et ouais, entre le travail et la forêt, ça a été quand même assez bénéfique, je pense. Et qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, elle ? Elle était bonne. Ouais, elle travaillait comme domestique, en fait, dans une famille. Après, elle préparait les repas de chasse, le relais, etc. Et c'est une femme qui a travaillé de ses 9 ans à 99 ans, quasiment. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Il y a le caractère qui conserve, mais il y a aussi, je pense, la forêt. Parce qu'elle a vraiment vécu et travaillé là-bas très longtemps, quoi. Donc, et sur la commune de Saint-Élif. On vit vieux à Saint-Élif. Mais ouais. Dans le Perche, finalement, j'ai l'impression que les gens vivent quand même assez vieux. Ça conserve, je pense. Ouais, c'est la vie à l'extérieur, proche de la nature. Ouais, pourtant, moins de stress aussi. Peut-être, ouais. Pourtant, souvent des métiers durs, quoi. Tu vois, c'est ça. Des métiers physiques, agricoles, etc. Fallait les tenir, quoi. Ouais, et puis le fait aussi de mettre notre corps, en fait, quand on travaille la terre, on met notre corps au neutre. Et c'est des choses qu'on ne fait pas les personnes qui sont citadines, entre guillemets. Alors qu'est-ce que tu veux dire par mettre notre corps au neutre ? En fait, quand on construit une maison, pour pas que les appareils électriques ils grillent à l'intérieur, on met la maison au neutre, on met une prise de terre. D'accord. Bah notre corps c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que notre maison c'est notre corps et le grille-pain c'est par exemple les poumons, le micro-ondes ça va être le cœur, voilà. Et ben quand on a un court-circuit, donc trop de stress ou une surcharge, etc. dans le corps, bah il y a bien un moment donné où il faut dégager cette surcharge. Donc ça peut être en faisant du jardinage, en touchant un arbre, il y en a qui adorent faire des câlins aux arbres, donc faire un câlin à un arbre si on a envie. Ça peut être plein de choses en fait. Est-ce que c'est délicat comme question, mais est-ce que tu as trouvé ici, en revenant ici chez toi, ce que tu étais venu y chercher, quoi que ce soit en fait? Oui, je pense. Je pense parce que quand je suis partie, j'avais un peu cette insouciance de la jeunesse en me disant je vais faire mes preuves. Et puis je suis revenue malgré que je sois quand même encore jeune. Mais aussi mais aussi parce que la vie elle est précieuse. Et je me suis rendu compte qu'en voyant mes aïeux partir un à un, j'en avais pas assez profité. Et puis je me dis mes parents vieillissent aussi, même si ils sont pas encore à la retraite. Mais j'ai conscience de ça et je me dis j'ai envie de profiter de chaque instant et d'être dans un environnement qui est sain et plutôt paisible. Et même pour la suite, pour les enfants, j'ai pas envie de les élever dans un milieu hostile entre guillemets. Et je trouve que la terre en fait des ancêtres, elle est quand même hyper importante. C'est un peu nos racines quoi. C'est bien de revenir à ses racines et d'être entouré de notre famille quand elle est saine autour de nous. Donc moi je suis beaucoup plus paisible depuis que je suis ici. Et puis je peux profiter des grands-parents qui me restent, je peux profiter des gens qui me sont chers en fait. Ça c'est important. Enfin, je trouve. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Blanche Cabarat sur Facebook et Instagram et la contacter au 06 10 72 78 37. Si vous aimez Perchissime, parlez-en à tous vos voisins et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.